I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. I know a lot of people that have had the COVID or the China virus, as I call it, because it came from China. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Quand on examine la politique étrangère de Trump, évidemment, on pense à différents sujets, à différentes thématiques. Celle qui vient le plus évidemment à l'esprit, c'est les rapports avec la Chine. Or, les relations entre les États-Unis et la Chine n'ont jamais été aussi mauvaises depuis la normalisation de ces relations en 1972, à l'occasion du voyage de Richard Nixon à Pékin. Alors pourquoi ces relations ont-elles plongé à ce point? Eh bien évidemment, le conflit commercial qui a défrayé la chronique pendant tout le mandat de Donald Trump. Donald Trump reproche aux Chinois d'avoir creusé un déficit commercial vertigineux. Il était de plus de 400 milliards de dollars en 2018. Speaking with the highest Chinese representatives, including the president, and I've asked them to reduce the trade deficit immediately by $100 billion. Il a été réduit d'une centaine de milliards à l'initiative de Trump, mais plutôt à cause de la guerre commerciale qui va déclencher évidemment avec la Chine, en frappant, comme vous le savez, les importations de produits chinois aux États-Unis, de très lourdes taxes. Donc le commerce, en fait, s'est contracté plus qu'il ne s'est rééquilibré ou rétabli. C'est greffé là-dessus un deuxième contentieux lié à l'épidémie de Covid-19, dont, vous le savez, Donald Trump a rendu les Chinois responsables. Il va très vite parler du virus chinois plutôt que du coronavirus. Il va estimer que les autorités chinoises lui avaient menti sur la dangerosité de ce virus, sur la façon de se propager. Et donc, il a fait finalement de la Chine le principal responsable de cette épidémie. Le deuxième pan, évidemment, de la politique étrangère de Donald Trump, celle qui pourrait être le plus évidemment portée à son crédit, c'est le soutien qu'il va apporter à l'État d'Israël. Les Américains ont toujours soutenu Israël, mais avec Donald Trump, ce soutien a pris une tournure extrême, puisque Donald Trump a été premier président à oser transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui revient à considérer que Jérusalem est bien la capitale de l'État hébreu. Also directing the State Department to begin preparation to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. C'est évidemment un coup de pouce énorme à l'État israélien, en tout cas à ceux qui ne sont pas très ouverts à un compromis avec les Palestiniens. Deux développements plus récents ont renforcé ce soutien des États-Unis à Israël. C'est la reconnaissance diplomatique des Émirats arabes unis et de Bahreïn, deux monarchies du Golfe, qui ont donc établi des relations avec Israël et qui ont contribué à rompre l'isolement de l'État hébreu au sein du monde arabe. Ça permet peut-être à Donald Trump et aux républicains de gagner quelques points auprès du électorat juif aux États-Unis. La contrepartie ou le pendant, si vous voulez, de ce réchauffement des relations, de ce renforcement du soutien des États-Unis à Israël, c'est une opposition sans faille à l'Iran. Vous savez que sous la présidence de Barack Obama, les États-Unis avaient, de concert avec les Européens, négocié un accord sur le programme nucléaire iranien. Cet accord, Donald Trump l'a révoqué, l'a dénoncé. Les États-Unis n'y souscrivent donc plus et on est en plein dans une situation d'incertitude et de chaos en ce qui concerne à la fois les relations de l'Iran avec le monde occidental, mais aussi une incertitude plus générale sur le programme nucléaire iranien, sur la sécurité qui est en péril dans la région par le fait même, sur les relations plus globalement au Moyen-Orient entre les différents acteurs. C'était la grande fierté évidemment de Donald Trump et un revirement assez spectaculaire quand on pense à ses déclarations devant les Nations Unies alors qu'il était en poste à la Maison-Blanche depuis quelques mois. Souvenez-vous, Donald Trump avait promis de détruire totalement la Corée du Nord si c'était nécessaire. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. C'était bien entendu la toute première fois qu'un chef d'État, a fortiori un chef d'État d'une démocratie, d'une grande démocratie occidentale, se permettait devant l'ONU de réclamer la destruction pure et simple, non pas d'un régime politique, mais d'un État et de sa population. On sait que, par un revirement assez extraordinaire, un virage à 180 degrés, Donald Trump a noué des relations qu'il dit amicales avec le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, qui a été aussi le premier président américain en exercice à rencontrer
Malheureusement, ces gestes, s'ils sont hautement symboliques, s'ils sont historiques, n'ont pas débouché sur des résultats concrets, à savoir le démantèlement du programme nucléaire clandestin de la Corée du Nord. Mais les experts sont unanimes à penser que, en secret, dans la clandestinité, la Corée du Nord poursuit son programme de développement de ses arsenaux de destruction massive. Alors, dans l'éventualité où Joe Biden serait élu le 3 novembre, on peut s'attendre évidemment à un certain nombre de changements de cap. On peut s'attendre notamment à un revirement sur l'Iran, puisque Biden, comme vice-président de Barack Obama, avait été un des négociateurs de l'accord que Trump a dénoncé. Donc on peut penser que Joe Biden aurait à cœur de rétablir la situation qui prévalait auparavant. Il est douteux, par ailleurs, qu'il revienne sur la décision de Donald Trump de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. C'est un acquis qui semble irrévocable. Il est certain aussi qu'il améliorera les relations avec les alliés. Il n'y a pas de raison qu'il se comporte autrement comme président qu'il ne le faisait quand il était vice-président sous Obama. Donc on peut s'attendre à une amélioration des relations transatlantiques, exactement comme elle s'était améliorée sous Obama après la présidence de George Bush. En revanche, la grande question est de savoir quelle sera son attitude à l'égard de la Chine. Elle sera sans doute moins agressive que celle de Donald Trump, mais le nouveau président américain, si c'est Joe Biden, ne pourra pas faire autrement que de considérer le contentieux commercial, le déficit qui s'est creusé au fil des années, et il devra certainement lui aussi travailler à un rééquilibrage de ses échanges commerciaux avec la Chine.